Bonjour à toutes et à tous. Merci au Marathon Classic Film Festival pour cette invitation et ravi d'être parmi vous pour évoquer la mémoire et le travail d'Étienne Reich. Pour plus de commodité en raison du temps de cette communication, cette intervention va se dérouler en deux grandes parties, 1904-1945 et 1946-1976. Toutes les informations communiquées proviennent de plusieurs sources. Le fonds Anna Berg, nièce d'Étienne Reich, et le fonds Alexeïev Parker, acquis et conservés tous les deux par le CNC et conservés sur son site de Bois d'Arcy. Les articles de presse consultables sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France. Les collections films de l'Association française du cinéma d'animation, AFCA. Citia, à qui l'on doit le Festival international du film d'animation à Annecy, entre autres. Tous les deux conservés donc en fait aussi au CNC. Et puis enfin, le site INA Media Pro de l'Institut national de l'audiovisuel en charge de la conservation des archives de la télévision et de la radio en France. Mais avant de commencer, je vous propose une petite entrée en matière avec l'un des films emblématiques d'Étienne Reich. En 1963, Étienne Reich confie aux caméras de la télévision française ceci. Des bouteilles, des pneus, des chaussures, des crayons à billes vivent leur vie et nous devons les animer. Mais c'est souvent eux qui nous commandent beaucoup plus que nous les commandons. Et nous faisons ainsi 7 à 8, quelquefois 10 films d'une minute pour la publicité par an, les petits films que vous voyez ensuite dans les entr'actes cinéma. C'est un travail de patience et il n'y a pas plus de 5 à 6 équipes dans le monde à faire ce travail. Mais nous aimons les objets et nous aimons les animer. Étienne Reich fut l'un des plus brillants cinéastes de sa génération, devenu invisible par le temps et aussi par le fait qu'il consacra son art aux films publicitaires, œuvres éphémères et récréatives destinées au public de salles de cinéma pendant 1 à 4 semaines selon les campagnes de promotion des grandes marques. Il était de ceux qui, à la faveur des vagues d'immigration ou des conflits mondiaux, ont quitté leur pays pour ne plus y revenir. C'est ainsi que Reich, à défaut de faire sa carrière en Hongrie, va adopter la France comme patrie. Né le 14 juillet 1904 à Baia, situé sur la rive est du Danube et un peu plus à 150 km au sud de Budapest, cette ville peuplée d'un peu plus de 20 000 habitants en 1900 était un territoire régulièrement discuté par ses voisins serbes et croates en raison de son activité de petit port marchand. Son goût pour le dessin le décide à rejoindre Munich en 1922, à l'âge de 18 ans, pour effectuer des études aux arts décoratifs, spécialité décor de théâtre. Sans que nous en connaissions les réelles raisons, il choisit d'aller à Paris en 1925, où il met en scène des pièces du dramaturge belge Fernand Cromlink et du poète américain Eugène O'Neill. La même année, il rencontre Alexandre Alexeïev, dont il devient l'assistant pour le compte de la compagnie de théâtre Georges Pitoïev, du temps où celle-ci était accueillie au Théâtre des Arts des Champs-Élysées. Il rencontre également Alexandra Grinevski, la femme d'Alexeïev, comédienne dans la troupe de Georges Pitoïev, qui fut quelque temps après sa compagne et avec qui il travaillait à la mise en scène de pièces de théâtre. La rencontre avec Alexeïev et l'amitié qui en découle seront déterminantes pour la suite de la carrière de Reich. Elle lui assure une source de revenus et un réseau qui lui permettra de travailler pendant presque 20 ans dans le monde des théâtres parisiens et à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, pendant la guerre, oscillant entre décorateur, créateur de costumes et surtout metteur en scène, le plus souvent sous le nom de Stéphane ou d'Étienne Reich, comme le mentionnent les archives de presse. Reich a également trouvé quelques soutiens auprès du peintre hongrois Ladislas Medjes,
qui s'intéressait particulièrement au théâtre de marionnettes et donnait des spectacles à Paris, sur les Champs-Élysées, et également avenue Foch. Puis, plus tard, il trouva du travail comme décorateur dans quelques cabinets de Montparnasse. En 1934, Reich opère une bascule professionnelle avec le cinéma, et en particulier le cinéma d'animation publicitaire. Alexandre Alexeïev, devenu à partir de 1925 graveur autodidacte avec une belle renommée artistique, puis cinéaste d'animation à partir des années 30 avec l'arrivée du cinéma sonore, cherche à constituer autour de lui une équipe de techniciens et fait appel à Reich. En effet, le succès de son premier film, Une nuit sur le Mont Chauve, sorti en 1934 et réalisé avec sa maîtresse Claire Parker, à l'aide de la technique nouvelle de l'écran d'épingle, attire l'attention de la profession. À cette période, les propriétaires de grandes marques commencent à utiliser le film publicitaire comme outil de promotion commerciale. Les Vins Nicolas souhaitent communiquer sur les produits de leur enseigne et commandent à Alexeïev, sur la base de sa renommée artistique, un film en couleur d'une durée de 6 minutes. Ce film ambitieux devient d'ailleurs le premier film publicitaire tourné entièrement en couleur en France. Il s'intitule La Belle au bois dormant et sort en salle en 1935. Particularité de ce film, le procédé couleur utilisé est le Gaspar Color, mis au point en Allemagne en 1933 par le chimiste hongrois Béla Gaspar, qui utilisait des procédés trichromiques sur une seule pellicule. Avec son frère Imre, ils exploitent ce procédé jusqu'en 1944 en Allemagne et en Angleterre. Et en voici donc un petit extrait. La réception publique de ce film génère beaucoup d'enthousiasme. On est surpris par l'audace technique et esthétique. Dès lors, d'autres commandes, de nombreuses marques françaises et étrangères, s'égrènent pendant toutes les années 30. Tous les films publicitaires sont signés du seul nom d'Alexeïev, qui est alors la figure de proue artistique de cette équipe qui se composait à l'époque de Alexandre Alexeïev, Alexandra Griniewski, Etienne Reich et Claire Parker, une jeune américaine originaire de Boston, venue en France étudier la gravure auprès d'Alexeïev quelques années plus tôt et devenue, à partir de 1930, son amante. Ces réclames sont réalisées en volume ou en stop motion, comme le veut la terminologie en usage aujourd'hui. Sans qu'on ne connaisse exactement le rôle de chacun, toute la fabrication des marionnettes, des décors, des scénarios images, du tournage de l'animation et de la production jusqu'au suivi de la fabrication des copies couleurs sont gérées par ces 4 personnes. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, cette coopérative de techniciens était surnommée dans la profession le cirque. En 1937, lors de l'exposition internationale des arts et techniques appliqués à la vie moderne qui se tient à Paris, un pavillon dédié à la publicité présente toute une série de films, dont ceux du studio Alexeïev. À cette occasion, un prix lui est remis pour la qualité de ses réalisations. L'entrée de la France en guerre contre l'Allemagne nazie en septembre 1939 arrête tout projet de tournage, les activités de ce studio et disperse cette équipe. Etienne Reich part se réfugier à Aix-en-Provence, puis en Espagne, mais n'arrive pas à obtenir de visa pour les États-Unis. En dépit de lettres de soutien de Claire Parker et d'autres personnes, la commission des visas refuse à 2 reprises sa demande. En 1942, il décide alors de se réfugier à Alger, récente capitale de la France libre, où il incorpore l'armée française et plus précisément le service cinématographique de l'armée. Là-bas, fort de son expérience, il réalise avec le peu de moyens mis à sa disposition La sagesse du volant, un premier film signé de son nom, de prévention, en noir et blanc, de 3 minutes, sur l'entretien et le bon usage des véhicules. En effet, l'armée française rencontrait des difficultés dans la gestion de ces jeeps et camions qui pouvaient être endommagés par négligence par les soldats. Le slogan de cette réclame, 1 gramme de précaution sauvera 10 tonnes de matériel. De retour en France vers 1946, il met encore à profit son expérience dans le théâtre et le cinéma et travaille à partir de 1948 pour la société Publi-Ciné. Et puis, parallèlement, à partir de 1950, pour les films Michel Lettner, pour lesquels il signe une dizaine de publicités en couleur de son nom.
C'est à partir de ce moment-là que Reich se révèle comme un grand maître de l'animation d'objets et que fusionne au sein du médium animation tous ses talents exercés au théâtre, décors, costumes, mise en scène. En voici un autre extrait, un autre exemple, pardon. La crème Eclipse assouplit et imperméabilise le cuir. La crème Eclipse assure vos chaussures. Bénéficiant d'une bonne réputation professionnelle et artistique, Reich enchaîne les commandes et rejoint en 1954 l'équipe des cinéastes associés de Jacques Forgeot, pour laquelle travaillent également Alexandre Alexeïev et Claire Parker, revenus en France en 1947. La revue Publi Mondiale, revue internationale d'art graphique et de documentation publicitaire, en parlait ainsi en 1955. Étienne Reich est, avec son seul concurrent et ami Alexandre Alexeïev, le grand magicien de l'animation. Quand on a vu La Pointe Bic, Lumières et reflets, réalisé pour Saint-Gobain, on se demande en vérité s'il existe quelque acrobatie technique qui lui soit impossible. En fait, la matière ne paraît pas lui résister. Aujourd'hui, les récompenses qu'Étienne Reich obtient dans différents festivals internationaux ne se comptent plus. On peut dire que le cinéma publicitaire français lui doit beaucoup. C'est vraiment lui qui, avec autant de talent et d'acharnement, réintroduisit, après la guerre de 1940, la notion de qualité sur le marché du film publicitaire. Entre 1952 et 1964, il reçoit 10 prix en festival pour son travail. En 1959, il fonde sa propre maison de production, les films Étienne Reich, qui est racheté en 1963 par la société Cinéma Nouveau, appartenant à un certain Jean Mineur, le père du film publicitaire moderne en France, avec sa société légendaire, les films Jean Mineur. Reich est par ailleurs invité à présenter un choix de ses films publicitaires dans des festivals ou des manifestations cinématographiques non publicitaires, aussi bien en France qu'à l'étranger. Son activité est donc reconnue et saluée à la fois par la profession et valorisée dans des manifestations grand public. Ces films sont à nouveau projetés selon les saisons de l'année, 2 à 3 fois par an, pour 1 à 2 semaines, voire plus en fonction des besoins des campagnes publicitaires des grandes marques. Ainsi, ces films occupent l'espace visuel des salles de cinéma. Au moment de sa disparition, en 1976, Raymond Maillet, le fondateur donc de l'AFCA, l'Association française du cinéma d'animation, écrivait à son sujet « Étienne Reich faisait partie de cette race de créateurs discrets, inconnus du grand public, mais qui, par ses petits spots publicitaires, a su animer les entr'actes des séances de cinéma. Il nous laisse, dispersés dans un peu plus de 170 films publicitaires pour le cinéma et une trentaine pour la télévision, d'abondantes preuves de son génie dynamique et graphique, de l'originalité de son contrôle instrumental de l'image par image et de l'éblouissante élégance de ses constructions. Étienne Reich accordait une attention vigilante à la musique, garante de ses qualités lyriques, de ses films, en les construisant sur d'ingénieux montages de partitions classiques ou contemporaines. Marc Andrieux, son plus proche collaborateur, disait de lui « Pour Étienne,
La création du mouvement à partir d'objets inertes s'apparentait à une magie poétique, à une espèce de diablerie dont l'animateur devait être le rédempteur. À l'époque où j'ai commencé à travailler avec lui, les films publicitaires duraient 2 minutes et nécessitaient plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travail. Pendant la période de gestation et de préparation, Étienne était inquiet, tourmenté et retardait tant qu'il pouvait le début du tournage comme une échéance fatale. Il y a quelques années, les publicitaires ont manifesté une certaine désaffection pour l'objet animé tel que Étienne le concevait. Mais il n'a pas voulu changer sa manière de voir ni sa façon de faire les choses et a préféré se retirer. Il l'a fait avec un peu de peine, mais sans amertume. Lui était trop perfectionniste pour s'accommoder des délais couramment pratiqués maintenant dans la publicité. Vous l'aurez compris, ces multiples marques de reconnaissance n'ont pas empêché la disparition artistique d'Étienne Reich au fil des décennies. Pour l'avoir même vécu à plusieurs reprises, la projection de ces films suscite toujours autant d'émerveillement du public. Preuve que toutes ces publicités, vouées à un destin éphémère, avaient bien une âme. En voici encore une preuve en preuve et en guise de conclusion, et je vous remercie pour votre attention.